Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons attaquer les trous noirs et nous allons commencer par une mise en bouche en donnant une description un peu qualitative de ce qui se passe. Alors nous avons vu le cas où le rayon de l'étoile est plus grand que le rayon gravitationnel, ce qui est le cas pour les corps classiques comme une planète, le soleil, etc. La question est, que se passe-t-il si le rayon du corps est plus petit que le rayon gravitationnel? Dans ce cas-là, nous aurons à traiter en particulier de la singularité sur le rayon gravitationnel, l'horizon des événements que nous avons vu, mais ça nous verrons après. D'abord, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir une situation avec le rayon du corps inférieur au rayon gravitationnel? La réponse est oui, il suffit d'avoir une masse suffisamment grande, plus exactement suffisamment compacte. Les corps dans l'espace, les astres, sont dans une situation en général d'équilibre, la plupart du temps. Une exception, ce sont les grands nuages de gaz qui s'effondrent pour former des étoiles. Mais ces passages de déséquilibre sont généralement courts et la plupart des corps ont de longues vies à l'équilibre. Alors qu'est-ce qui maintient cet équilibre? Eh bien, cet équilibre est dû à des forces au sein du corps qui compensent l'effet de la gravité. Par exemple, dans les planètes, cela est dû simplement à la cohésion de la matière. Les atomes résistent à l'interpénétration et cette force suffit à stabiliser le poids de la planète, l'empêchant de s'effondrer. Dans une naine blanche, des petites étoiles en fin de vie, très lourdes, très denses, les naines blanches, la matière est dite dans un état dégénéré. Les noyaux sont les atomes sont les uns contre les autres et bannis dans un nuage d'électrons. Pratiquement tous entassés dans leur état quantique de base. Un principe de la mécanique quantique, appelé principe d'exclusion de Pauli, empêche les noyaux et surtout les électrons ici d'être tous dans le même état. Donc, il y a une résistance qui se produit à cause de ça, qui les empêche de baisser en niveau d'énergie et de se contracter plus fort. Et cette force de répulsion, appelée force de pression de Fermi, empêche la naine blanche de s'effondrer. Les étoiles à neutrons, qui sont des corps en fin de vie encore plus lourds, encore plus denses, composés en grande majorité uniquement de neutrons, il y a des atomes un peu plus variés en surface, dans la croûte. Là, la répulsion est due en réalité majoritairement aux forces nucléaires. Les forces nucléaires sont très puissantes et suffisent aussi à compenser le poids énorme de l'étoile à neutrons et l'empêchent de s'effondrer. Les étoiles ordinaires, comme notre Soleil, sont plutôt gazeux. La densité au centre, à peu près celle de l'eau, mais ça reste un gaz parce qu'il est extrêmement chaud à plusieurs millions de degrés. Ce qui maintient l'équilibre d'une étoile comme le Soleil, c'est la pression du gaz et la pression de radiation, le rayonnement de l'étoile sur le gaz, et qui forme un équilibre stable. Si l'étoile se contracte un petit peu, le cœur s'échauffe plus fort, les réactions thermonucléaires qui sont la source de cette énergie, de ce rayonnement, augmentent et provoquent une dilatation de l'étoile. Si elle se dilate un peu trop, les réactions ralentissent et elle rétrécit, elle est donc dans un état stable. Du moins tant que les réactions thermonucléaires se déroulent à l'intérieur. Nous allons y venir. Il y a deux limites importantes. La limite de Chandrasekhar, qui montre qu'une naine blanche ne peut pas dépasser une certaine masse. Au-delà, les électrons rentrent dans les protons des noyaux et se transforment en neutrons. Et donc, l'étoile peut alors se contracter et atteindre le stade d'étoile à neutrons. Il y a aussi, enfin, la limite d'Oppenheimer, qui dit qu'il y a une limite aussi aux neutrons. La force nucléaire ne peut pas retenir indéfiniment une masse aussi grande que l'on veut, et à ce moment-là, il n'y a plus de limite connue. Comment évolue une étoile? Alors, une étoile, comme le Soleil par exemple,
est formé d'hydrogène et d'hélium, et l'hydrogène, au centre, est soumis à des pressions énormes et des températures de plusieurs millions de degrés, et fusion, par réaction thermonucléaire, l'hydrogène se transforme alors en hélium, en dégageant une grande quantité d'énergie. Cela suffit à faire briller les étoiles des milliards d'années. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus assez d'hydrogène, du moins dans le cœur, dans le noyau, et l'étoile commence à fusionner l'hélium pour former des éléments plus lourds. C'est la phase appelée géante rouge. Parce que pour allumer pour ces réactions nucléaires, il faut une plus grande température, le cœur se contracte, dégage énormément d'énergie, ce qui dilate les couches externes de l'étoile et lui donne une taille énorme de couleur rouge. La surface étant plus froide. Elle fabrique alors du carbone, de l'oxygène, de l'azote par réaction thermonucléaire. Et pour une étoile comme notre Soleil, dans 4 milliards et demi d'années environ, 5 milliards d'années environ, elle aura tout consommé, formé du carbone, de l'oxygène, de l'azote, et la pression, la chaleur à l'intérieur de l'étoile ne sera plus suffisante pour provoquer des réactions nucléaires supplémentaires. À ce moment-là, l'étoile va se ratatiner, s'éteindre petit à petit et former une naine blanche. Si la masse est plus élevée, de l'ordre de quelques masses solaires, environ 5 masses solaires, à ce moment-là, il y a suffisamment de masse, de poids, pour comprimer le cœur, le chauffer encore plus fort et provoquer d'autres réactions nucléaires. Dans ce cas-là, les réactions nucléaires se poursuivent jusqu'à atteindre la fabrication d'atomes de fer. Là, quelque chose de particulier se produit. Parce que si on fusionne des atomes de fer, il n'y a plus d'énergie qui est produite. Au contraire, ça consomme de l'énergie. C'est la limite. Plus on prend des atomes gros, et moins il y a d'énergie produite. Un autre phénomène se passe, c'est que, puisque en fusionnant des atomes plus gros, il faut plus d'énergie, la fusion doit se dérouler plus rapidement pour fournir suffisamment d'énergie. Et l'étoile étant très massive, elle a tendance à se contracter, il faut une énergie énorme pour empêcher l'effondrement, et donc les réactions nucléaires à l'intérieur s'emballent, et la fabrication du fer se produit en un temps extrêmement court, et en une durée, quand tout le fer est formé dans le cœur, en une durée de l'ordre du millième de seconde, les réactions thermonucléaires s'arrêtent brutalement, plus d'énergie fournie. C'est un arrêt vraiment brutal. À ce moment-là, il n'y a plus de pression de radiation, les couches externes alors tombent littéralement en chute libre sur le cœur. On a donc une masse extrêmement lourde, plusieurs masses solaires, qui s'effondrent sur un cœur en fer extrêmement dense, extrêmement dur. Résultat, les couches rebondissent littéralement sur le cœur. De plus, cette pression colossale qui vient percuter le cœur provoque de nombreuses réactions thermonucléaires, quitte à consommer de l'énergie. Énergie fournie par ce choc. Et un flux de neutrinos extrêmement intense, colossal, est émis. Normalement, les neutrinos ont un comportement plutôt fantomatique. Ils passent à travers la matière, la plupart du temps sans réagir. Mais ici, il y en a tellement que cela suffit à pousser les couches externes et l'étoile explose littéralement. Elle devient une supernova, qui devient pendant quelques heures à quelques jours aussi brillante qu'une galaxie entière. Le cœur extrêmement comprimé se transforme alors soit en étoile à neutrons, soit si la limite d'Oppenheimer est dépassée, si la masse est suffisante, elle se transforme alors en trou noir. Il n'y a plus de limite, plus de force capable d'empêcher l'effondrement du cœur. Il est vrai qu'on ne connaît pas tout. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir dans ces domaines d'énergie extrêmes des forces plus grandes que les forces nucléaires, dans ce domaine particulièrement exotique, des forces plus grandes capables d'empêcher l'effondrement, quitte à former une étoile plus dense qu'une étoile à neutrons, de composition peut-être inconnue, mais qui ne serait toujours pas un trou noir. En fait, oui, c'est tout à fait possible. Une telle force inconnue pourrait exister.
Mais cela n'empêche pas, malgré tout, la formation des trous noirs. Alors pourquoi? Il y a deux raisons. Des raisons liées à ce que nous avons vu, si la relativité générale est correcte, bien sûr, même dans ce domaine, il n'y a pas de raison. Il y a deux phénomènes. D'abord, le rayon gravitationnel, c'est 2Gm sur C carré. Et pour une étoile de cette taille-là, de rayon gravitationnel, ou peut-être un peu plus grande, juste un peu plus grande, la densité est donnée par 3m sur pi Rg au cube. Et donc, en remplaçant, la densité est égale à 3c6 sur 8pi G3 m carré. Si on fait le calcul, pour une masse, typiquement, disons une masse solaire, on obtient des densités absolument considérables. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que plus la masse augmente, plus cette densité est faible. Donc si on a une masse suffisamment grande, une très grosse masse, qui s'effondre pour atteindre, au niveau du cœur, lors de l'explosion de la supernova, des densités énormes, celles de la matière nucléaire, pour une masse suffisamment grande, ça finira toujours par dépasser cette densité-là. Et donc, le rayon de ce cœur va passer sous Rg. Quelles que soient les forces capables de retenir l'effondrement. On peut dépasser Rg. Un autre exemple, c'est l'accumulation de matière. Vous avez un corps très massif qui va absorber des petites étoiles voisines, des corps, de la poussière, du gaz. On peut avoir ainsi une grosse accumulation de matière. Et même avec une densité faible, il suffit d'avoir énormément de masse, de gaz, les nuages de gaz peuvent faire peser des milliards de masses solaires. Il suffit d'en avoir suffisamment que pour dépasser le rayon Rg. Un exemple illustre bien ça. Prenons des planètes comme la Terre et empilons-les comme des oranges. On va supposer qu'elles ne s'écrasent pas sous leur propre poids. On peut imaginer même qu'on a une matière exotique incroyablement résistante qui permet de consolider les planètes et de les empêcher de s'écraser. Donc on ne fait que les empiler. On les empile. On en met des milliers, des millions, des milliards. Des milliards de planètes, toutes mises juste les unes contre les autres. Eh bien, cela suffit. Il arrive à un stade, on a une densité à peu près constante, l'empilement de sphères de densité à peu près constante. Il arrivera toujours un moment où la masse totale sera telle que le rayon de l'ensemble est plus petit que le rayon gravitationnel. Donc même sans écrasement, même sans effondrement, on peut dépasser la limite. L'autre raison, liée à la relativité générale, on verra ça très bientôt, c'est que sous ce rayon gravitationnel, sous cet horizon des événements, toutes les géodésiques de type temps sont dirigées vers le centre. Ça paraît étonnant, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de géodésique de type temps dans l'autre sens? En fait, l'espace-temps est tellement courbé, tellement déformé, que toutes les géodésiques vont vers le centre. Donc, une fois qu'on a franchi ce rayon gravitationnel, toute trajectoire mène vers le centre. Il n'y a plus de chemin de demi-tour. Aucune force au monde ne peut changer ça parce que ces chemins n'existent pas. Et donc, l'effondrement est inévitable. Si une résistance existe, extrêmement forte, peut exister même des forces nucléaires, à ce moment-là, la déviation géodésique est inéluctable, elle ne peut aller que vers le centre, et elle finit par provoquer des forces de marée telles qui divergent et qui peuvent détruire absolument n'importe quoi. Quelle que soit la force, ça finit toujours par flancher. Donc, la possibilité des trous noirs est inévitable. Même avec ce que nous ne connaissons pas, et à condition que la relativité générale soit correcte. Il reste l'observation. L'observation a permis de détecter de nombreux trous noirs.
Alors ce sont des trous noirs astrophysiques, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les manifestations de ce que nous connaissons théoriquement comme étant des trous noirs. Donc on les appelle des trous noirs. On en a trouvé beaucoup de trous noirs stellaires, c'est-à-dire d'une masse de l'ordre de quelques masses solaires. En général, tous ces trous noirs sont détectés comme étant des trous noirs binaires, c'est-à-dire avec une autre étoile compagnon, ils tournent ensemble l'un autour de l'autre. Pourquoi est-ce que ce sont surtout ceux-là qu'on détecte? C'est parce que les trous noirs sont noirs. Ils sont difficiles à détecter. Et c'est donc à cause du mouvement de l'autre étoile que l'on peut détecter la présence d'un compagnon particulièrement massif. Il y a aussi les trous noirs supermassifs. Ceux-là, ce sont les trous noirs qui sont au centre des galaxies. Pratiquement toutes les galaxies, comme la nôtre, ont au centre un énorme trou noir extrêmement massif. Il fut découvert, le trou noir de notre galaxie, gentiment appelé Gargantua, fut découvert parce qu'il était la source d'émission de rayonnements X et gamma intenses. Alors d'où viennent ces rayonnements puisque le trou noir est noir? Mais la matière, le gaz, en tombant dedans, tombe en spirale et forme un disque d'accrétion autour du trou noir. Les effets gravitationnels sont tellement intenses que ce disque tourne avec une vitesse colossale et une vitesse différentielle importante. Les bords internes et externes ne tournent pas à la même vitesse, ce qui provoque des forces de friction énormes, un échauffement énorme et donc de la émission de rayons X et de rayons gamma. On a aussi observé le mouvement d'étoiles en orbite autour de ce trou noir supermassif. Les orbites de ces étoiles permettent alors de calculer la masse centrale, qui atteint de l'ordre des grandeurs, je vous l'ai dit, des milliards de masses solaires. Énorme. Et l'observation des émissions de rayonnement et leur variation implique que la taille maximale de l'objet, parce que s'il était vraiment énorme, des variations dans tous les côtés donneraient un résultat moyen plutôt stable. Ici, ces variations peuvent être très brutales, ce qui montre que le corps est petit. Et donc, on peut calculer sa taille. Et pour la taille calculée, la masse calculée, ça ne peut être qu'un trou noir. Notons que le trou noir au centre de notre galaxie est un petit nain. Il ne fait qu'un demi-milliard de masse solaire, alors que bien souvent les trous noirs centraux des grandes galaxies font 1 à 2 milliards ou 10 milliards de masse solaire. Donc notre trou noir est un petit gentil. D'où viennent ces trous noirs supermassifs? Eh bien, ils se sont formés au début, à peu près en même temps que les galaxies. Ils ont servi un peu de graines autour desquelles les galaxies se sont formées, à partir des premières étoiles, dites de première génération, qui étaient des étoiles particulièrement grandes, parce qu'à l'époque, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium, pas de carbone, pas d'azote, pas d'oxygène. Or, dans ces cas-là, la physique nucléaire montre que les réactions thermonucléaires à l'intérieur ont du mal à se mettre en route. Et donc l'étoile a tendance à grossir. En plus, à l'époque, l'univers était plus petit, il y avait plus de gaz, donc de grosses étoiles pouvaient se former. Elles ont une très courte durée de vie, parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie nucléaire pour se maintenir en équilibre. Elles ont vite explosé en supernova et formé les premiers trous noirs. Ces trous noirs ont ensuite accrété beaucoup de gaz, beaucoup de petites étoiles. Ils sont aussi parfois, lors de collisions de petites galaxies, formant des galaxies de plus en plus grandes, ces trous noirs centraux ont fusionné pour devenir de plus en plus énormes et atteindre leur taille actuelle. C'est ce qu'on appelle le modèle hiérarchique de formation des galaxies. Notons aussi que, petite coïncidence, alors que je fais cette vidéo, il y a quelques jours, on vient de montrer la première image en direct d'un trou noir. Le projet Event Horizon a pu donner une image directe. Donc le projet Event Horizon, c'est un réseau de télescopes dans le monde entier qui combine leurs observations et par interférométrie et permet ainsi de faire comme si on utilisait un télescope géant de la taille de la Terre. Et on permet ainsi d'atteindre des résolutions, des précisions, voire des objets même très loin et très petits. Et ils ont donné la première image d'un trou noir, alors pas le trou noir de notre galaxie. Il est difficile à observer parce que la galaxie est un disque,
Nous sommes dans la galaxie, le trou noir aussi, et donc nous le voyons par la tranche. Et donc entre lui et nous, environ 28 000 années-lumière, il y a énormément de poussière, de gaz qui gênent l'observation. M87 a la gentillesse de se montrer pratiquement de face, et donc de nous montrer son trou noir, environ, si je me souviens bien du chiffre, de l'ordre de 1 million d'années-lumière. Et donc on a la première image directe en optique du trou noir central, où on voit un disque noir entouré d'un halo jaune très intense qui est le disque d'accrétion. Donc c'est la première image directe, c'est un résultat remarquable et qui va certainement faire beaucoup progresser l'étude des trous noirs. À propos d'étude des trous noirs, nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Nous verrons d'un peu plus près la métrique de Schwarzschild et nous verrons les géodésiques du trou noir. Je vous remercie.